Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons en Polynésie française, plus exactement à Papeete, en compagnie de Valmigo. Valmigo est peintre, plasticienne et commissaire d'exposition. Bonjour Valmigo. Bonjour Boris. Alors, aujourd'hui, 15 avril 2020, tu as lancé une exposition qui s'appelle Mona Lisa, t'as pas tout dit. On va y revenir un peu après, puis au fil de notre entrevue. Dis-moi, comment as-tu entendu parler pour la première fois du coronavirus? Ah, le coronavirus, je pense que comme la plupart des gens, à la télévision, en fait, aux infos. Donc, en fait, moi, à ce moment-là, je vis en Polynésie française, hein, je vis à Papeete, donc j'ai appris cette information là, ici, dans le Pacifique. Au départ, on a eu des informations, enfin, de toute façon, depuis le départ, on a tous, je pense, des infos contradictoires, donc on essaie un peu de suivre. Par contre, habitant en Polynésie française, donc dans le Pacifique, on s'est senti quand même un peu plus proche de la Chine que ne peut l'être l'Europe, voire la France. Oui, Voilà, ça change donc beaucoup de choses, l'info, oui. oui, forcément, parce qu'il y a un tourisme, il y a pas mal de tourisme en Polynésie, hein. Les Polynésiens vivent principalement justement de cette activité, et la Chine est vraiment pas très loin. D'accord. Ah oui, donc il y a une crainte, même avant le continent, on va dire. En fait, oui, mais il y a quelques années, en fait, ça remonte à 16-18 ans. Là, on avait eu l'autre virus, le SRAS, Ah oui, le SRAS, oui. voilà. Et je vivais à Papeete à ce moment-là aussi, donc il y avait une psychose ambiante, mais la psychose avait été mondiale et finalement, pour un tas de facteurs climatiques, de gestion, enfin autres, le virus avait pu être rapidement maîtrisé. Donc il n'était pas arrivé en Polynésie française. Donc en fait quand cet épisode a eu lieu à nouveau et que la presse a essayé de nous dire voilà que c'était vraiment juste dévolu à la Chine, on se dit bon bah tout va bien, les spécialistes sont là pour gérer le truc, même si intérieurement tu te dis bon malgré tout on est dans un monde de communication, d'échanges, de voyages, avec des avions qui décollent et qui atterrissent de partout. Mais on s'est dit, bon, ça a l'air d'être bien localisé, alors on va peut-être être tranquille, quoi. Et j'ai quitté justement la Polynésie dans ces conditions, hein. Je suis rentrée 3 semaines en métropole, j'ai exposé au Grand Palais, et en même temps, je commençais à faire la promotion de l'exposition Mona Lisa Tapatoudi, hein. Je précise juste tout de suite on est trois en fait à travailler sur l'événement, hein. Je suis pas toute seule et voilà. Donc j'ai passé 3 semaines en France où là pour le coup à l'arrivée j'ai senti une psychose ambiante beaucoup plus forte, hein. On avait déjà commencé à adopter des gestes barrières. Ils n'étaient pas obligatoires, mais je sais que moi personnellement je portais des gants, j'ai pas pris le métro, j'ai beaucoup marché, j'étais sur Paris. Enfin voilà quoi. Donc on n'était pas très très rassurés. Et quand j'ai pris l'avion le 29 février pour retourner en Polynésie, on sentait vraiment une ambiance très anxiogène, hein. D'ailleurs, j'ai voyagé à côté de moi, il y avait une Américaine qui était totalement flippée, qui a tout désinfecté, Ah oui, moi déjà, oui. avec, voilà quoi. D'accord. Oui, 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 donc voilà. Et quand on est arrivé en fait sur le territoire, moi j'étais juste c'était assez charnière, j'étais assez mal à l'aise, donc j'ai essayé d'embrasser personne, parce que là, la psychose commençait à monter, et puis on commençait à se rendre compte que bon, de Chine, c'était passé en Italie, et que c'était quand même beaucoup plus dangereux que ça en avait l'air, Oui, ça commence à être justement international, oui. clairement. Alors, dis-moi, avant le confinement, comment ça a changé au quotidien cette histoire de coronavirus? Comment ça a changé tes habitudes et tes manières Alors, d'être ou... comme tout le monde, hein. Alors je vais pas me plaindre parce que j'ai la chance d'avoir une maison avec un bout de jardin et une vue sur le Pacifique, donc je considère que c'est grand luxe, hein, parce que beaucoup ne vivent pas le confinement dans ces conditions. Par contre, oui, c'est une privation de liberté parce que tu te retrouves en fait enfermé dans ton univers. Alors ça paraît paradoxal parce que c'est une chance malgré tout d'avoir un univers rien qu'à soi, d'avoir son nid, mais tout d'un coup, ce nid devient le monde. Voilà, devient ton monde. Tu ne peux plus t'en échapper. Alors, avec tous ces paradoxes aussi, on te dit, il faut pas sortir, mais tu peux sortir, et on vit tous avec ces injonctions. On a compris qu'effectivement, le Covid se déplace avec nous. Donc, moins on se déplace, moins on fait prendre de risques aux autres et à soi-même. Mais malgré tout,
c'est pas très simple de rester enfermé. Bon, maintenant, je pense que certains ont cette capacité à se réinventer, justement. C'est ce qu'on a fait pour l'exposition. À partir du moment où on a vu qu'elle ne pourrait pas avoir lieu physiquement à la bibliothèque universitaire de la Polynésie française, on Oui, s'est dit, justement, l'exposition était il n'est déjà pas en route question. avant. Voilà, elle est en route, donc j'étais très très active sur le sujet, on sortait tous les jours. Alors cette exposition, en fait, on est 2 commissaires d'exposition, Ereiti Vairaroa D'accord. et moi-même, et l'organisatrice est Claire Mourabi, qui est la directrice de la bibliothèque universitaire. Donc on se réunissait régulièrement, on faisait des points, on a rencontré tous les artistes, on était là au-devant d'eux, on les a filmés, on les a interrogés, on a vu les œuvres en live. Enfin bon, il y avait tout un travail qui était un travail en fait de connaissance, de reconnaissance mutuelle, parce que moi, ça fait peu de temps en fait que je suis revenue vivre en Polynésie française, donc tous ces artistes en fait je ne les connaissais pas, et donc du jour au lendemain, alors on était en train justement de se réapprivoiser et d'apprendre à se connaître, on s'est retrouvés confinés à la maison. Mais on vit dans un monde où on a des moyens de communication extraordinaires. Donc, on a tous, je pense, un petit peu râlé au départ, voilà, parce qu'on avait cette privation de liberté. Mais en fait, avec un peu d'imagination, on a plein d'outils à notre disposition pour continuer une communication. Alors, on s'est lancé différemment. On a eu aussi des interviews via Messenger, via, enfin bon, Ouais. comme quoi on peut Des- aussi avoir des interviews dématérialisées. La preuve, C'est vrai, c'est ce qu'on est en train de faire. complètement, ouais. On a pu construire un catalogue, on a continué de communiquer avec les artistes. Alors oui, ça a été plus de boulot, ça a été plus galère, mais c'est possible. C'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de choses sont possibles. La preuve, je pense à tous ces étudiants, ces élèves qui arrivent à suivre les cours à condition d'être dotés d'un ordinateur depuis chez eux. Voilà, donc l'idée, ça a été de se dire, ok, l'expo physique n'aura pas lieu tout de suite, mais par contre, l'expo virtuelle, elle peut être lancée, et c'est le moment ou jamais de faire preuve d'un peu d'imagination, de créativité et d'optimisme, quoi. Voilà. Et alors, comment est-ce que les habitants de Papeete ont réagi face à ces décisions de gestes barrières, de confinement? As-tu senti un certain laxisme ou plutôt ils ont suivi et ça s'est passé ou est-ce que les gens n'avaient Alors pas ici, confiance au début? Est-ce qu'ils étaient réticents face La confiance, elle est toujours complexe. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Polynésie, en fait, les politiques, les politiciens, le territoire est très proche en fait des Polynésiens. Ici, c'est un village, donc il n'y a pas de distanciation et il n'y a pas cette coupure avec le réel. Les hommes politiques de Polynésie, en fait, vivent au quotidien avec tous les Polynésiens, que ce soit les quartiers populaires, les quartiers plus aisés. On vit tous ensemble, on se connaît tous en fait. D'accord. Et donc, il n'y a pas cette distanciation. Donc, il n'y a pas eu non plus toutes ces polémiques qu'il y a en métropole qu'on comprend pas, hein, sur le protocole voilà, du docteur Raoul et compagnie. Enfin, nous, ici, on est un peu atterrés et en même temps, on n'a pas mis d'affect particulier dans des scientifiques. On est juste à l'écoute de ce qui pourrait éventuellement soulager l'hôpital en cas d'engorgement, parce que c'était ça l'idée à un moment donné. Exactement, C'est ouais, ton c'était le temps gros problème, ouais. d'attendre. Oui, et en même temps, il faut être clair aussi, n'importe quoi a été dit sur le sujet, c'est-à-dire que le protocole en question est très lourd. Et enfin, je rigole, mais c'est un rire Ouais, jaune, on comprend, ouais. parce que malheureusement, j'allais dire, si des gens décident de soigner tout seul avec les quantités qui sont quasi létales, Oui, ils risquent un infarct, et voilà. Donc si tu veux, la problématique, elle est là aussi, c'est que il y a un manque d'informations, il y a eu ces histoires d'élections, enfin voilà. Donc, en fait, quand tu es en Polynésie, que tu observes tout ça, tu as l'impression d'un grand bazar, d'une désorganisation totale. L'avantage que nous, on a sur la métropole, c'est qu'on est en décalé vis-à-vis de la pandémie. Donc, il y a eu la possibilité pour tous les acteurs sur place d'avoir un peu de recul. Et justement, comme il y a une mise à l'écart des postures, ça a été de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus efficace avec les moyens qu'on a? Parce que ici comme ailleurs, peu de masques, peu de tests, tout est fait avec les moyens du bord, ça a été une vraie galère. Donc, très rapidement, en fait, la France a confiné le lundi. Le vendredi, nous, on était confinés. Dans la foulée, il y a eu une interdiction de la vente d'alcool parce que
ici comme ailleurs. Il y a des problèmes de violence conjugale et d'autres choses encore plus sordides. Donc la décision a été prise de mettre l'alcool de côté. Et puis on a eu un couvre-feu de 20h à 5h du matin, voilà, qui a été accepté par la population. Donc il y a toujours des gens D'accord. qui râlent, bien sûr. Mhm. Mais bon, après, en Polynésie, ce qui est compliqué, comme on est sur une île tropicale qui fait chaud tout le temps, dans les quartiers populaires, ils vivent dans des conditions qui sont pas du tout adaptées à un confinement, à savoir en fait des baraques de fortune qui sont plus des aires de stockage que des lieux de vie. Beaucoup de Polynésiens vivent en fait en extérieur, voilà. Donc c'est épouvantable en fait de demander aux Ouais, familles de c'est rester très très confinées. intéressant ce que tu nous dis parce qu'on s'en rend pas du tout compte, nous, d'ici, alors que, bon, bah, on fait partie du même territoire et de la même nation. Et c'est pas du tout la même vie, tu vois. Alors on a été interdit de lagon très vite aussi, on a l'impression qu'on est sous les cocotiers, donc c'est agréable. Ouais. En fait, les premières mesures qui ont été prises, c'est interdiction d'aller se baigner. Il faut savoir qu'ici, en fait, on vit au plus proche de la nature et que l'activité principale, effectivement, c'est la mer, c'est la pêche, c'est tout ça. Donc la pêche a été à nouveau sous certaines conditions autorisée. Enfin bon, oui, c'est complexe parce que, en fait, on s'est senti isolé, hein, c'est-à-dire que les territoires d'outre-mer, à un moment donné, on a eu la sensation qu'ils étaient rayés de la carte. La France a un peu parlé des DOM. Ici, on écoute les infos de 20h. On les a à 8h le matin et on les a à nouveau à 20h le soir. Donc, on reste connecté à la métropole et on voyait que la métropole ne parlait jamais ni de Tahiti ni de la Nouvelle-Calédonie. Alors que la problématique, elle était aussi très présente ici, de fait de notre proximité aussi avec l'Asie. Voilà, donc ça a été complexe et ça a amené, je pense, le territoire et les acteurs locaux à une prise en main rapide et en même temps, ils ont dû compter sur leurs efforts personnels, quoi. Voilà, donc c'est vrai que la vie ici est très différente de la métropole du fait qu'on vive dehors. Donc rester en intérieur, c'est plus complexe. Et là, l'autre problématique, elle est aussi au niveau de la scolarité. Il faut savoir que beaucoup d'enfants, en fait, vont peut-être avoir des difficultés à être aidés par leurs parents dans les apprentissages. Donc, il y a cette crainte aussi des inégalités qui vont se creuser. Plus le confinement va durer, plus la reprise va être délicate. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, si tu veux, c'est mon ressenti de femme, Ah oui, bien sûr, ouais, c'est ça qui est voilà, intéressant. hein, Ouais. c'est en étant spécialiste de rien en la matière, hein, Ah oui, vraiment, oui. hein, c'est Non, voilà, non, toutes ces données sont données en vrac. ici, on ne joue pas aux spécialistes de toute manière, on est à cœur ouvert. Voilà, C'est nous voilà. ce que l'on vivons personnellement par rapport à cette situation exceptionnelle et qui touche le monde entier, en fait. Voilà, et c'est pour ça, si tu veux, que l'expo, c'était important de la continuer, parce que certains ont pu peut-être penser que c'était gadget, mais en fait non, parce que la culture, on s'est rendu compte dans cette période, d'ailleurs, il y a un post qui est paru sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé très intéressant et extrêmement vrai, et on se rend compte en fait que dans cette période, finalement, c'est la culture qui a pu aider à tenir, hein, ce post qui est: si vous pensez encore que les artistes servent à rien dans notre société, prière de passer votre période de quarantaine sans musique, sans télé, sans radio, sans livre, C'est sans vrai, art, on est ni d'accord avec toi. aucun autre divers. Ce sera tout, merci. Voilà, j'ai adoré. On a été plusieurs artistes à être extrêmement sensibles à ce poste, Ouais. justement en se disant, mais ce confinement, il est tenable parce que justement, il y a toute cette culture en libre service. Mm. On a vu l'Opéra de Paris, on a vu le MoMA, enfin on a vu des grands musées, des grandes institutions en fait qui ont mis en libre service en fait des expos, des ballets, des concerts, c'est absolument extraordinaire. Donc voilà pourquoi aussi il y avait cette volonté culturelle d'aller au bout de cette exposition. Mais en plus, c'est pas juste parce que c'est une exposition, c'est parce que la thématique aussi est très particulière. Le tapa, en fait, alors là aussi, je vais en parler en tant que métropolitaine. Je suis pas spécialiste du tapa. C'est plutôt une matière qui m'interpelle depuis pas mal d'années. J'ai vécu quasiment 10 ans dans le Pacifique. Mais par contre, je n'avais jamais travaillé dessus et voilà. Et donc en arrivant en Polynésie, je suis arrivée en août dernier. La bibliothèque universitaire de la Polynésie française a organisé pour les Journées du patrimoine un atelier tapas.
auquel j'ai participé. J'ai participé en fait au départ pour faire un article parce que j'ai une casquette presse là pour Itarbag, mais en même temps l'artiste aussi était très très intéressé par ce qu'elle allait y trouver. Et j'ai été d'autant plus étonnée que je pensais en fait depuis des années que le tapa était une décoration parce que c'est comme ça en fait qu'on le trouve de partout quand on n'a pas d'explication. Et la surprise de découvrir que le tapa en fait c'est tellement plus que ça, que voilà, le tapa en fait c'est l'histoire de l'humanité. Le tapa, en fait, c'est une écorce d'arbre. C'est une écorce d'arbre qui est tapée et on en fait une étoffe. Cette étoffe, en fait, peut être agrandie. Hein, les morceaux peuvent être assemblés entre eux et on voit pas les joints. Il y a une histoire d'amidon. Enfin voilà, donc on peut agrandir au fur et à mesure le volume du tapa. C'est à force Et de le battre, c'est ça? voilà, c'est-à-dire que tu prends ton morceau d'écorce, tu l'as fait tremper dans l'eau, enfin il y a tout un processus. Il faut savoir qu'en fait les Polynésiens, enfin, normalement, avaient dans leur jardin un arbre à tapas. On plantait un arbre à tapas parce qu'on savait qu'on allait. C'était la seule étoffe. Hein. Il y a vraiment, dans le Pacifique, il n'y avait pas d'étoffe. Enfin, le tapa est une étoffe non tissée qui est D'accord. vraiment obtenue à partir de battage. Voilà. Ok. Donc l'arbre à tapas C'est énorme, permettait, il ouais. y avait plusieurs arbres, il y avait plusieurs essences, voilà, en fonction en fait. En fonction du niveau social. Il faut savoir que en Polynésie, en fait, c'était une féodalité. Il y avait donc différentes classes sociales, et en fonction de ta classe, tu avais droit à porter certaines couleurs. Hein, voilà, plus ton rang était élevé, plus ton tapas était clair. Et D'accord. donc, c'est cette écorce tapée Mhm. formait une étoffe. Et cette étoffe, en fait, était nécessaire pour que tu aies ta place dans ton clan. Quand un enfant naissait, il était enveloppé dans du tapas. Et c'est ce qui lui donnait sa réalité, son humanité. C'est ce qui créait son humanité. Et ensuite, ce tapas était agrandi tout au long de sa vie. Et lorsqu'il mourait, il était enseveli dans son tapas. Ah Voilà. oui. Donc c'était voilà, c'est vraiment fondamental quoi. Donc le tapas est tout sauf de la décoration, Mhm. c'est tout. Donc c'était un vêtement, c'était. Il faut savoir aussi que la fabrication du tapas dans l'historique, c'est une écorce battue et c'est ce battage aurait donné les premiers rythmes Ah. des tambours. Ensuite, les femmes travaillaient assises en tailleur par terre et elles se levaient régulièrement pour se dégourdir les hanches en effectuant un balancement. Ce seraient les prémices du Ori Tahiti, la danse tahitienne. Donc le Ah, tapas a été vecteur ah, ça a vraiment véritablement. construit toute la culture polynésienne. C'est énorme, c'est énorme. D'accord. Donc je te dis, voilà, moi ma difficulté effectivement c'est d'en parler en tant que non spécialiste. J'en parle vraiment en toute humilité en tant que métropolitaine qui a découvert cet aspect-là et qui a été vraiment transcendé. Donc c'est Ereiti Vairaoroa qui faisait à l'époque la démonstration, mais Ereiti elle est multicarte, hein, elle a plusieurs cordes à son arc, et c'est là qu'est né ce désir de faire quelque chose. Enfin, c'était pas possible que je puisse pas à un moment donné m'emparer du sujet, mais m'en emparer seul, ça n'avait pas d'intérêt. Pour moi, ce qui m'intéresse, et on s'est connus déjà tous les deux par le passé, C'est vrai, oui. c'est un travail collectif. Donc c'est passionnant en fait de travailler auprès d'autres artistes, de travailler sur un sujet commun, de voir ce que chacun va livrer, Et puis le comment il partage, va c'est vrai, ouais. ressentir. C'est exactement ça, c'était vraiment un dialogue. Donc l'idée a été de lancer l'expo, ça s'est fait très spontanément, même assez tardivement. Entre-temps, dans mes recherches d'artistes, j'ai essayé de faire des articles. Je suis tombée sur l'œuvre d'une artiste qui m'a subjuguée. J'ai contacté l'artiste pour faire un article sur elle. Et là, cet artiste me répond, mais on se connaît déjà. Et je découvre que c'est en fait la directrice de la bibliothèque universitaire qui avait organisé la journée sur le tapas. Voilà, donc le monde est vraiment tout petit. Donc on Génial. s'est retrouvés toutes les trois. Voilà, mais c'est vraiment une histoire étonnante. Toutes les trois vraiment interpellées par le tapas à différents titres et cette envie en fait de partager l'aventure. Donc on a lancé cette expo mais complètement à l'aveugle en disant voilà on lance une expo collective sur le tapas. On a fait ça en même pas 3 mois, on savait pas qui participerait, mais on s'est dit on s'en fout, on y va parce que le sujet est passionnant et de toute façon nous on sait qu'on produira sur la thématique. En fait ça a été une traînée de poudre, ça a réveillé même des artistes qui habitent en Polynésie depuis plusieurs années dans le sens où il y a eu un engouement, un bonheur de participer. Chacun nous transmettait les coordonnées d'autres artistes. On a été soutenu par les galeries d'art locales.
qui D'accord. nous ont mis à disposition leurs fichiers, tu vois. Enfin bon, en métropole, c'est très compliqué en fait d'avoir Mhm. de pénétrer comme ça un fichier de galerie, alors que là, ça a été d'une transparence. On a été soutenu par le musée de Tahiti et des îles qui voudrait récupérer le principe du World Art Day, donc la journée mondiale de l'art pour 2022, parce qu'il faut savoir que cette exposition s'inscrit dans une journée particulière, c'est-à-dire ce 15 avril 2020, qui est officiellement reconnue par l'UNESCO la journée mondiale de l'art. Voilà. Donc le 15 avril, c'est en rapport avec Léonard de Vinci. C'est aussi pour ça que l'exposition s'appelle Mona Lisa. T'as pas tout dit. Il y a un clin d'œil à la journée de l'art Très et en bien. même temps une À référence l'anniversaire. au sujet qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est la première année en fait où le World Art Day a été officialisé par l'UNESCO. C'est pour ça aussi qu'il n'était pas question de rater cet événement et que même confiné, on a absolument voulu faire ce lancement aujourd'hui. Donc on a réuni des artistes du territoire, il y a aussi des artistes métropolitains comme Antoine Montmarché, enfin Monch, Anne Botuon, Anna Marchlewska qui ont participé. L'idée c'était de l'ouvrir évidemment à tout le monde. C'est ça qui est magique en art contemporain, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou, c'est qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de chasse gardée. En fait, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, on peut tous travailler sur un sujet, tous livrer son ressenti avec nos expériences. Et dis-moi, Voilà. C'est le tapas, ça peut se décliner sous plusieurs formes, sous plusieurs rigidités, j'allais dire. Est-ce que ça peut être travaillé de manière souple? Est-ce que ça peut être... ou est-ce que ça reste toujours que absolument. du tissu? Ou est-ce que ça peut devenir dur? Est-ce que ça peut... Alors, il peut être il peut être plus ou moins épais. Il peut avoir plusieurs fonctions, toujours dans cette idée d'étoffe. Mais c'est vrai qu'il servait absolument à tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la charge culturelle qu'il porte. Pour l'anecdote, quand cette fameuse histoire des révoltés du Bounty, quand ils ont quitté Tahiti pour rejoindre Pitcairn, donc comment s'appelle les révoltés du Bounty sont partis avec des femmes polynésiennes de haut rang, dont on ne parle jamais, et pourtant qui ont été majeures dans la fondation de Pitcairn et la transmission de la culture. Elles se sont justement réunies ensemble pour fabriquer le tapa. C'était des femmes des Polynésiennes qui avaient un savoir-faire extraordinaire, et les tapas de Pitcairn sont absolument magnifiques avec des motifs représentatifs en fait de cette culture qu'elles ont développée. Et c'est à travers cet art en fait qui est pratiqué de manière communautaire que la culture a pu être transmise Pitcairn, Norfolk, enfin tous ces descendants en fait qui ont formé cette communauté. Donc chaque clan a ses motifs, chaque comment s'appelle strate sociale a sa couleur, voilà. Donc c'est effectivement tu as plusieurs textures, plusieurs épaisseurs, plusieurs types de fonctionnalités. C'est pour ça que l'aventure en fait est passionnante et qu'elle ne fait que commencer. T'imagines que moi en tant que métropolitaine, je suis au début de la découverte, Ah quoi. oui, là, Voilà. ça Et porte par un contre peuple j'ai entier, en fait. Cette histoire d'étoffe de tapas, c'est une base de tout un peuple, en fait. Comme tu nous décris ça, c'est ça. c'est... J'imagine Tout que le l'engouement Pacifique en que ça fait, a hein. apporté après, dès que vous avez lancé cette idée, l'engouement a dû être très très fort, en plus, vu que c'est très local. Oui, voilà. C'est très local et en même temps local et je te dis ça concerne toutes les cultures du Pacifique. Bien sûr, ouais. On retrouve même du tapa en Amérique latine. Voilà. Donc Ah ça oui, va très très loin en fait. Oui, c'est pour ça que ça pousse la réflexion très loin. Moi, à chaque fois que j'ai travaillé dessus, j'arrêtais pas de me rappeler je pensais à Yves Coppens qui te dit on est mhm. tous des Homo sapiens de race sapiens. On est tous des sapiens. On vient tous du même. Enfin voilà, on est tous Ah, frères c'est et joli, sœurs, ça. quoi. Ça Bah revient oui, à bien ça. sûr. On Et est du c'est même vraiment, ça a berceau, été ouais. l'idée, voilà. C'était la philosophie du tapas, c'était ça en fait, c'était vraiment de se rassembler et de pouvoir chacun. Alors ce qui est amusant, c'est que maintenant que l'expo est construite, on se rend compte que c'est peut-être plus les métropolitains comme moi ou ceux dont c'est pas la culture originelle qui ont eu envie de travailler sur le support plastique tapas, sur le tapas véritablement, alors que les Polynésiens, eux, sont arrivés à s'affranchir du support parce que justement ils le connaissent. Donc ils ont pu travailler, faire des propositions différentes à travers un support plastique différent. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, C'est ils intègrent voilà, le tapas pas en tant que matière, peut-être, mais ils le représentent voilà parce que sur l'idée, d'autres voilà, supports, ouais. parce que
parce qu'il avait bien été spécifié dès le départ qu'il n'était pas nécessaire de travailler sur du tapas. C'était qu'est-ce que j'ai à dire sur le tapas. Ah oui, Donc ça peut oui. être matérialisé de plein de manières différentes. Voilà, il y avait absolument pas, parce que justement c'était pas une exposition traditionnelle. Mhm. C'était voilà, c'était aussi alors le constat. Là aussi, en toute humilité, quand je suis arrivée sur, on s'est rencontrés tous les deux sur Bazart, Oui, exactement. dont j'avais assuré le commissariat d'exposition, qui était quand même une exposition d'art contemporain. Mhm. Je suis arrivée en Polynésie quelques jours plus tard. D'accord. Et en fait, quand j'ai fait le tour des galeries sur place et tout, je vais pas dire qu'il n'y avait pas d'art contemporain, mais c'était pas flagrant et je ressentais pas la même chose que bon voilà, j'étais pas décoiffée entre guillemets, mais maintenant toujours pareil, c'est une expérience personnelle, donc en toute humilité, c'est peut-être parce que j'ai pas su chercher où il fallait, hein. Mhm. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce désir de monter une expo d'art contemporain, parce que l'art traditionnel ici, il est légion, il est sublime, il est magnifique, et puis moi quelque part là, j'ai tout à apprendre, voilà. Mais je trouvais qu'en art contemporain, il y avait peut-être pas encore ce souffle vraiment flagrant. T'as senti que tu Et pouvais être l'étincelle qui allume la mèche, justement, oui, de toute cette création voilà, contemporaine. surtout que j'ai peur de rien, Ouais. donc j'y suis allée, on va dire, avec tout mon enthousiasme, et puis en fait, Ereiti a autant d'enthousiasme que moi, Claire c'est pareil, et tous les artistes derrière pareil aussi, dont Mhm. je m'y attendais pas du tout. Et tellement d'ailleurs qu'un artiste qui s'appelle Bernie, qui a fait d'ailleurs Minimenta à Paris, hein, c'est vraiment une pointure artistique, Ok. il est extrêmement discret, il a un talent de dingue, il vit à Moorea, et quand il a entendu parler du projet, il a lancé une œuvre collective où il a fait travailler en fait tous les gens de Moorea qui avaient envie d'y participer, Ouais, c'est artistes ou beau ça. pas. Et j'ai trouvé ça, Donc ah ça, mais c'est il a magnifique. réussi à Et l'œuvre réunir du s'appelle, monde. voilà, l'œuvre s'appelle Tissu social. Voilà, D'accord. tout est dit. Et c'était vraiment l'idée de l'expo. Donc il y a une générosité dans cette exposition incroyable, justement, dans le fait qu'on a eu l'aide, je te dis, des galeries d'art, du musée de Tahiti et des îles, Air Tahiti Nui on nous soutient aussi, Arioi, qui est une boîte d'événementiel dans le culturel, idem nous soutient. Enfin, c'est magique, on a eu un soutien, un engouement incroyable, quoi. Et alors, dis-nous un peu Voilà. comment est-ce que nos auditeurs, comment est-ce qu'on peut retrouver justement toute cette exposition, comment on peut retrouver, comment est-ce qu'elle Alors, vit, comment est-ce qu'elle se propage sur Internet, sur quelle plateforme, de quelle manière. on a commencé très simplement par Facebook, où on a Mona Lisa, t'as pas tout dit, le lancement le 15 avril. On a ensuite créé une chaîne YouTube sur laquelle il y a le catalogue en ligne de l'exposition qui vient juste de sortir aujourd'hui, et également des vidéos sur les artistes, parce qu'avant le confinement, on avait commencé à filmer, et puis là après, écoute, on va gérer le système D, c'est-à-dire qu'on va Ok. peut-être demander aux artistes de chez eux de se filmer, nous envoyer les films, et Reiki fera Mhm. les montages. On a des communications permanentes sur le sujet. On est relayé par le site de l'AIAP, qui est une ONG conseil auprès de l'UNESCO qui veille aux droits des artistes et à la diffusion de l'art dans le monde. La branche française s'appelle le CNFAP, le Conseil national français des arts plastiques, qui relaie également l'intégralité de l'exposition sur son réseau Facebook et dans pas très longtemps également sur le site du CNFAP. Et voilà, et les artistes se chargent aussi de la promotion. L'Université de la Polynésie française également relie l'information, puisque c'est elle qui nous accueille, c'est elle qui en assure l'organisation. Voilà, donc on nous retrouve un peu de partout. Les liens, je pourrais te les faire passer. Oui, bien sûr, on va tout mettre en description pour que ça soit Voilà. accessible directement Je les pendant. connais pas, Ah oui. je les connais pas par cœur, mais voilà, la diffusion est colossale déjà parce qu'il fallait vraiment fêter cette toute première de la Journée mondiale de l'art reconnue par l'UNESCO, parce qu'effectivement c'était remercier les efforts de l'AIAP et du CNFAP qui travaillent depuis des années à ce que cette journée soit une Journée mondiale de l'art. Je suis moi-même membre du Conseil national français des arts plastiques. C'est à ce titre aussi que je porte le projet et donc voilà, il y avait aussi ce désir de mettre en avant nos frères et sœurs du Pacifique, parce que en tant que métro, j'ai la chance d'exposer au Grand Palais dans le cadre d'Art Capital. Je suis à Salon Comparaison. Tous les ans, j'arpente le Grand Palais justement fascinée par la production artistique, et j'avais cette sensation que le Pacifique n'était pas vraiment représenté. Voilà, d'où l'idée de se dire, c'est évident que les talents sont partout autour du monde. Par contre, à un moment donné, il peut y avoir un problème de visibilité. Donc, l'idée, c'était d'utiliser mon réseau. Hein, c'était la mise en commun de réseau. C'est ce qu'on a fait toutes les trois pour donner une visibilité en fait à tous ces artistes qui sont extraordinaires, quoi. Et alors, le fait que l'exposition maintenant se passe sur le web, est-ce qu'elle va devenir une exposition permanente?
Ou est-ce qu'à un moment donné, toutes ces chaînes Oui, vont être effacées ou qu'est-ce qui va se passer? non, non, non. Ah non, non, là c'est lancé. Ben, sur la YAP, de toute façon, l'expo sera pérenne. Bon, sur mon site Itarbike, c'est pareil, un article qui est sorti, tout ça va être pérenne. La chaîne YouTube est pérenne. Le catalogue sur l'UPF, enfin sur le réseau de l'Université de la Polynésie française, va être pérenne également. Donc en fait, on lance l'expo, mais l'expo sera maintenant toujours Ok. accessible. L'idée, ça va être de la matérialiser dès que ça va être possible à la rentrée. On va voir. On va voir en fonction de l'évolution de la pandémie Et et alors, des mesures qui seront prises. est-ce que tu penses que justement là, vu que vous avez dû tout développer en web, est-ce que pour les autres expositions, ça peut être intéressant d'avoir comme ça une sorte de bande-annonce web et puis après lancer l'exposition en physique? Est-ce que pour l'avenir, ça peut être une nouvelle façon de chercher les gens pour les faire venir à l'art? Absolument. Ça me semble évident, justement, ça a été, en fait, on n'avait pas du tout prévu, on avait prévu effectivement de faire du tapage sur les réseaux sociaux pour annoncer l'exposition réelle en avril. Quand on a vu effectivement que bon, les événements faisaient qu'on allait devoir revoir notre copie, on a eu cette idée en même temps d'ailleurs de se dire on va la lancer virtuellement. Mhm. Mais justement, c'est des événements de cette nature qui t'obligent à te réinventer, à sortir de ta zone de confort et à te demander voilà comment je peux agir. Les événements font que je suis empêchée, mais tu sais quand tu es artiste, tu es censé être créatif et Bien tu as sûr, toujours ouais. un plan B, un plan C, un plan D. Ouais. Et je dois aussi dire que étant maman d'un jeune de 20 ans qui utilise tous ces outils numériques, lui le premier qui me dit mais tu sais maman Facebook c'est pour les vieux, Ouais. maintenant on fonctionne avec les chaînes YouTube, avec non sauf en Polynésie, ils vont être vexés si je dis ça, enfin tant pis trop tard je l'ai dit. En Polynésie tout le monde fonctionne avec FB, hein, Ah oui, c'est bien sûr, vachement ouais. sympa d'ailleurs parce qu'on est tout, mais tout, Oui, il y a c'est-à-dire tout, tout ouais. passe par FB, on communique comme ça. C'est vrai qu'en métropole on a l'impression que bon il y a d'autres réseaux sociaux qui sont plus in que d'autres, Mhm. mais justement, si tu veux, la jeunesse, Ereiti Vairaroa, dont je te parle à 21 Ouais, ans, elle est très très jeune, elle a monté sa boîte de mapping vidéo, c'est la première en Polynésie française, donc d'accord. c'est une artiste numérique. C'est aussi pour ça qu'on a un travail sur le plan des réseaux sociaux et numériques qui est aussi abouti en si peu de temps, c'est parce qu'Ereiti en fait maîtrise très bien tous ces outils. Et on va dire que cette jeune garde, en travaillant main dans la main avec une garde plus ancienne, Ouais. telle que moi, permet justement cette diffusion, mais planétaire, ce qui est dingue. Et tu te dis, mais oui, il y a pas de raison de s'en passer. Même pour la Autre suite, chose après aussi le qu'on... confinement, c'est ça qui peut Voilà. être intéressant, quoi, Ah pour mais les... l'idée c'est ça, c'est pas de revenir à nos anciennes habitudes. On Mhm. est en train, je pense, de percevoir qu'il y a peut-être des systèmes qui sont à modifier. Ouais, faire un peu de, Voilà. si on peut dire, faire un peu de teasing sur Internet en proposant déjà quelques œuvres comme ça. Et puis après, quand on Voilà. vient à l'exposition physique, avoir toute l'ampleur d'une exposition, quoi. Voilà, et c'est un moyen de diffusion qui est absolument extraordinaire, quoi. Donc, heureusement, en fait, que dans ce type d'événement tragique, Mhm. émergent, poussent quelques fleurs, parce que c'est l'idée, c'est-à-dire que il y a, on le voit au quotidien, beaucoup de solidarité, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. C'est passionnant. C'est tragique et passionnant ce qui est en train de se passer. Voilà, J'ai envie et de là, dire, quel effectivement, meilleur engrais que du fumier. mais oui, c'est toi qui l'as dit. Voilà. Ah oui, je voulais te dire aussi, je me permets de te Oui, tutoyer, mais oui, tu c'est peux, très, oui. très spontané, très naturel. Ouais. Mais d'abord, je sais que je peux, mais en plus, en Polynésie, tout le monde se tutoie. D'accord. Voilà. Ah, c'est notre Ici, il n'y approche a en plus du pas. contact, alors. Ah, il y a un rapport humain qui est très simple, qui est beaucoup plus humble. Mhm. Voilà. Effectivement, ici, on se tutoie. Le vouvoiement, ça vient vraiment d'ailleurs, quoi. Donc, c'est plutôt agréable. Enfin, moi, je sais que Ok. j'apprécie cette simplicité des rapports et cette proximité qui peut s'établir assez rapidement parce qu'on abandonne les postures. Voilà. Ça me rappelle, je suis né à Sarajevo et j'ai dû fuir en 92 à cause de la guerre et ça me rappelle que dans toute ma famille, c'est vrai que j'ai ce souvenir, les gens ont trouvé ça vraiment étrange ce vouvoiement ici, alors que chez nous aussi en Yougoslavie, c'est le tutoiement direct, c'est beaucoup plus simple en fin de compte. Et comme tu dis, Ben, il y a beaucoup moins voilà. d'apparat, beaucoup moins de posture, quoi.
C'est ça, ben, je ne savais pas que c'était pareil pour la Yougoslavie, je suis ravie de l'apprendre. Je pensais pas que si proche de la métropole de la France, Hmm. justement, on pouvait avoir cette facilité de rapport, mais c'est vrai que c'est assez agréable en fait. Et d'ailleurs, on le voit enfin, dans les rapports humains ici, tout est beaucoup plus facile. Voilà, enfin, ce serait un petit peu long à expliquer, mais j'ai trouvé ça très enrichissant en fait, ce travail de commissariat d'exposition avec les artistes. J'ai eu le grand bonheur de côtoyer dans le cadre de l'expo pour moi des gens extraordinaires, extrêmement créatifs et d'une simplicité. Enfin, donc en fait on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les conversations sont extrêmement riches et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a pu aller aussi vite en fait dans la production, tout a été très spontané, très simple. Après, si je Voilà. puis me permettre, quand même, la courtoisie française permet aussi de faire, euh, de faire les choses un peu plus vite et de manière plus réglée, quoi. Alors que on a aussi découvert ça, cette courtoisie polie. On a trouvé que ça permettait quand même d'arranger les choses et de mettre un cadre. Donc, les deux se valent. Ah, mais tout est intéressant, mais si tu veux, l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu débarques entre guillemets en terre inconnue ou dans un lieu qui te fait sortir de ta zone de confort, c'est vrai que tu vas parfois avec des réflexes. D'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'avec Ereiti, régulièrement, quand on quittait un rendez-vous, elle me disait, tu sais, en Polynésie, ça, on le fait pas trop, ou D'accord, ça, ah, excellent. on Ouais. dit plutôt ça. C'est Donc, bon ça. régulièrement, j'éclatais de rire, très embêtée, en me disant, ah oui, bon, d'accord, donc je le retiens pour la prochaine fois. Oui, parce que j'avais des réflexes, j'avais des réflexes Ouais, des réflexes vraiment français, quoi. Ouais, métropolitains, ouais, c'est ça, et voilà. métropolitain. Et c'est pour ça que c'était très intéressant parce qu'effectivement le duo conforme, comme je dis, c'était un Mhm. duo iconoclaste, hein, et qui est voilà, on n'est pas dans la même dans le même espace-temps, Ouais. ni la même éducation, la même culture. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a des codes, des Mhm. référentiels un peu différents, et c'était très drôle. Les débriefs qu'on pouvait avoir après les rendez-vous Excellent. étaient assez amusants. Et moi, j'ai beaucoup appris, quoi. Il y a des moments où tu te rends absolument pas, même pas compte de l'incongruité de ce que tu peux dire ou faire, Ah bah oui, parce que pour nous ça paraît tellement normal, c'est oui. tellement, tellement c'est naturel. C'est ça. Et voilà, elle te dit en partant, tu sais, peut-être que, bon, d'accord, je retiens. Je retiens pour la prochaine fois. Voilà. Alors, sans Donc, transition aucune, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu connais des gens qui ont été infectés par le Covid-19? alors, ceux que j'ai connus étaient en métropole, en fait. Localement, on a la chance de ne pas avoir trop de cas. Enfin, il y en a toujours de trop, mais pas trop. Mhm. Je crois qu'on est à 55 cas aujourd'hui. Et personnellement, là, sur le territoire, les gens qui sont infectés ne sont pas des gens que je connais personnellement. Par contre, malheureusement, oui, j'ai eu des proches qui ont attrapé le Covid en métropole. Pour l'instant, ces proches s'en remettent tous. D'accord, Euh, voilà. heureusement. Mais c'est dur pour les familles. C'est dur oui, oui, heureusement, mais c'est extrêmement dur quand tu es aussi loin. Ah bah oui, Quand tu j'imagine, oui. as Ouais. le problème du décalage horaire, ton enfin, à l'autre bout, que la personne ne décroche pas et tu sais qu'elle est seule. Mm. Donc c'est des moments très compliqués. Je pense que tous on a vécu, enfin on est extrêmement nombreux à vivre des moments douloureux Oui. de près ou de loin dans cette histoire. Et alors, est-ce que toi, avant cet événement, tu as déjà réfléchi ou pensé à ce qui pouvait arriver de pire à la France ou au monde? Ou enfin, tu as un ensemble comme ça, un pays. Qu'est-ce qui, pour toi, peut arriver de vraiment pire, quoi? J'ai vécu en Afrique étant enfant et les problèmes de faim dans le monde m'ont toujours traumatisée. J'ai vu des choses terribles quand j'étais gosse la faim. La faim est déjà une horreur sur Terre. Et dans cette pandémie, en fait, on se rend compte que une des très grosses peurs, en plus de la maladie, due en fait à un problème de ressources que vont connaître malheureusement, enfin qu'on va rencontrer à un Mhm. moment donné, Ouais. de ressources financières. Beaucoup ont peur justement de manquer, de manquer de ressources pour pouvoir se nourrir. Donc on revient Ouais. tout en bas de la pyramide de Maslow, hein, on revient tous aux fondamentaux, se Ouais, nourrir. complètement. Il y Ouais. a se protéger, se nourrir. Donc ce qu'il y a de pire effectivement sur Terre, à un moment donné, ça va être au-delà du virus, qui pour le coup touche aléatoirement tout le monde, hein. Ah bah oui, là, il n'y a pas de, Euh, il y a pas de voilà, différenciation, ouais, lui il aucune. s'en fout.
voilà, il n'y a Ah pas de oui, oui. différenciation. Par contre, la fin va être accentuée par cette problématique. Et alors, comment tu vois l'après, lorsque déjà on va être déconfiné, quand on aura des moyens de se guérir? Comment est-ce que tu vois, toi, imagine, et qu'est-ce que tu espères aussi pour l'après? Alors évidemment, ce que j'espère, c'est que on va tous se poser 5 minutes, réfléchir à un monde meilleur, d'entraide, de solidarité, voilà, parce que je pense qu'on a largement le temps en ce moment en étant confiné. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi, hein, Oui, je le sais bien, mais on a quand même du temps à passer à regarder les informations. On est inondé d'informations, on devient anxiogène, mais c'est la réalité. Et justement, de se dire, on est peut-être dans un système qui fonctionne pas. Ce que j'ai trouvé extrêmement interpellant, mais j'ai pas fait le tour du problème, c'est de voir qu'en 48 heures, on a pu tout arrêter. Là où c'était pas possible, je pense à l'écologie, je pense à, voilà, il y avait mhm, plein de tests, d'observations qu'on ne pouvait pas faire, et en 48 heures, tout s'est arrêté. Ça interpelle. oui, complètement, ouais. Après, il y a une phrase d'Aurélien Barraud aussi qui m'a touchée. J'adore l'astrophysique, hein. Bon, en tant que néophyte, malgré tout, je suis pas du tout scientifique, mais j'adore ça. Je le trouve passionnant, notamment sur la physique quantique, hein, c'est son domaine d'intervention. Donc, je suis amie FB avec lui depuis des années, bien avant qu'il prenne la parole justement sur ces problèmes d'écologie. Et au moment du 1er avril, il a fait un post tout simple. C'est après cela, tout va changer. Enfin, il l'a supprimé depuis, donc je me souviens plus des termes exacts. Donc après cela, tout va changer. Et il mettait poisson d'avril. Et c'est un peu ma crainte, c'est-à-dire, D'accord. oui. On va, moi j'ai le désir effectivement qu'on se pose et que certains paradigmes évoluent, mais est-ce qu'on va en être capable? Je ne sais pas. Ce qui m'affole un peu, c'est quand je vois qu'après un effondrement de la bourse, elle recommence à monter, à descendre, à monter, à descendre. Oui, L'argent, il est dans des vases communicants. Donc, quand il augmente quelque part, c'est que forcément, il a diminué d'un autre. Et je trouve quasi indécent oui. en ce moment qu'il y ait des gens qui s'enrichissent sur la pandémie. Je trouve ça, et je me dis, on est en train de se dire, il faut peut-être qu'on change, qu'on soit plus solidaire. Et malgré tout, c'est ce qui est en train de se passer là au moment où on se parle tous les deux, quoi. Bien sûr, oui. Bah, les spéculateurs, Voilà, donc de toute manière, ont vu arriver la chose. Je pense quand on voit le ça ne cas s'arrête du pas. Dow Jones, par exemple, Alors c'est vrai que... on sait qu'il va y avoir une récession, ça nous semble évident à tous, malheureusement qu'il va y avoir une récession économique, Mhm. voilà, à l'issue, même qui va commencer très vite, si elle n'a pas déjà commencé. Et malgré tout, tu as la bourse qui continue de fonctionner. En même temps, tu te dis, en tant que citoyen du monde, forcément, j'ai une opinion sur ce que j'observe, quoi. Et Oui, complètement, oui. voilà, et bon, même en tant que peintre plasticienne, je fais pas des champs de lavande, donc sans être une rebelle, j'observe le monde, quoi, et forcément, je suis touchée et impactée par ce qui est en train de se passer. Donc le monde d'après, je l'espère plus doux, sachant qu'il va être plus dur. Euh, J'espère que tous collectivement, on va être, oui, plus solidaires, plus à l'écoute de l'autre. Plus proximité, Dans la c'est-à-dire, consommation, tu veux dire un peu plus ben oui, local? dans la consommation, c'est évident, on avait un peu commencé, mais je pense que, bon, certains, quand je dis ça, certains sont déjà très investis, d'autres étaient investis plus mollement, et d'autres pas du tout. Ce que j'aimerais, c'est qu'on pense à nos paysans, prioritairement. Voilà, je pense qu'il y a il y a des comportements possibles, il y a des achats en direct possibles. Euh, il y a peut-être effectivement un mode de vie où il y a cette obsession d'hyper consommer qui veut plus dire grand chose. Et en même temps, on sait que la France, elle est faite, je pense à la métropole là, parce que tu me poses aussi la question pour Oui, la France, elle est faite oui, de beaucoup de ce qu'on appelle de petits patrons, pas des gros patrons. Et les petits patrons, ils vont morfler aussi, hein. complètement, oui. C'est les gens qui font Voilà. qui créent l'économie réelle. Voilà, Et c'est ça. Ils prennent tous les risques, hein. Très souvent,
ils dorment pas beaucoup la nuit, hein, et ça va être très compliqué. Donc moi c'est l'idée, ça va être de privilégier vraiment là en sortie de crise, quand on va pouvoir à nouveau consommer. Là on est juste à l'essentiel, c'est de privilégier tout ce qui est petite société, indépendant. Voilà, tant pis ça prend plus de temps effectivement pour aller faire ses courses, pour acheter ce dont on a besoin. Mais je pense que si on a la capacité de faire cet effort-là, ça me semble important, parce qu'il va falloir les aider à se redresser. Et toujours pareil, je pense qu'acheter local aussi, c'est réduire l'impact carbone. C'est des choses toutes simples. C'est pas juste pour faire c'est pas du nationalisme, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on vit sur une terre où a priori on n'a pas envie de voir son voisin crever, quoi. Après, si on parle Donc, local, on parle aussi national. C'est pas péjoratif que de penser à ce qui nous entoure avant de penser à ce qui est à des milliers de kilomètres. voilà, Quoi. parce que moi c'est l'idée du colibri, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup Pierre Rabhi, hein, Oui, je vois, Pierre on peut Rabhi, être sur voilà, donc c'est l'idée, je fais ma part. Alors comment je fais ma part le mieux possible, je la fais selon mes convictions. Mais oui, je peux pas sauver le monde, moi toute seule je n'y arriverai pas. Par contre, moi toute seule je peux décider de vraiment faire ma part le mieux possible avec tout mon engagement. C'est ça l'idée, c'est de me dire bon, maintenant fin du rire. Enfin, il y a peut-être des choses qu'on a abordées un peu en dilettante. Quand je dis on, je parle pas pour tout le monde, je parle aussi pour moi, parce que peut-être que j'assume pas le jeu au moment où je te parle, parce que peut-être que j'aurais pu faire mieux avant, et là je me dis que j'ai la responsabilité de faire mieux après. Le Voilà. principal, c'est de s'en rendre compte, c'est de savoir qui on est et ce qu'on va faire demain, quoi, je pense. Voilà, Ouais, c'est par c'est ça. rapport à ce qui nous arrive, ouais. Et Voilà. tout, j'ai l'impression que aussi ce que tu veux nous dire, c'est que tout part de nous-mêmes, de soi-même déjà, et puis après on va vers l'autre de la bonne manière, On quoi. est tous. On est tous un centre de gravité. Je pense qu'il faut il faut en être conscient. On a tous effectivement un pouvoir. Dans nos actes d'achat, de toute façon, on a le pouvoir. Et après, c'est le collectif qui fait la force derrière. Mais c'est vrai qu'individuellement, de toute façon, on est le début de la force, l'amorce. Et voilà. Et je pense que tout ce qui a pu nous déplaire, tout ce qui a pu nous interpeller durant cette période, dont on n'est toujours pas sorti, hein, devrait peut-être nous aider à évoluer véritablement pour la suite. Hein. Je veux dire, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir des enfants. Oui. Quel monde on veut leur laisser? Enfin, c'est une question qu'on s'est souvent posée comme ça, de manière anecdotique. Mais enfin, là, bien coincé à la maison avec cette pandémie qui tape au hasard, on ne sait même pas si ça va muter ou pas. Enfin, on ne connaît pas la suite. Hein. Il y a peut-être un petit peu urgence à revoir notre façon de vivre, de consommer, de se comporter. Très bien. Merci beaucoup, Valmigo. J'avais une dernière... Oui, je peux rajouter quelque chose? Ah oui, si tu as un mot à rajouter, très, très, très bien. Il y a un truc il y a un truc en fait qui me tient à cœur, c'est qu'on a une devise en France qui est liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'on a manqué de fraternité au départ, et j'espère véritablement que cette fraternité, on va être capable de l'exprimer après. Et c'était notamment dans les ports du masque, parce qu'on a tout entendu, et moi c'est vrai que je me suis battue à un moment donné pour dire mais j'en porte un, mais c'est pas pour me protéger, c'est parce que si je suis un porteur sain ou si je suis malade que je ne le sais pas, je vais éviter des projections des postillons sur l'autre. Donc en fait quand je porte un masque, je le porte pour protéger l'autre, parce que je sais pas en fait moi ce que j'ai ou pas. Et c'est vrai que cet argument il a mis du temps à passer, j'ai trouvé ça choquant. Et je me disais dans un pays où notre devise contient le mot fraternité, à un moment donné, il y a cette idée aussi d'altruisme. Je suis aussi là pour protéger l'autre. Je pense à Derrida, Derrida et ses principes d'altérité. Et vraiment, pour moi, c'est un grand sujet de réflexion, qui pourrait être un sujet d'expo d'ailleurs par la suite. Très bien. Merci beaucoup, Valmigo. Merci beaucoup, Boris. Si tu as envie de revenir, tu es bienvenu chez Pandémie et vous. À bientôt. Ok, à bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.